Là, vous me disiez que vous avez, vous aussi, fait une randonnée en Écosse. Oui, il y a quelques années, on a fait tout un périple d'une douzaine de journées en Écosse, comme ça, sur le West Highland Way. Donc on part un peu au nord de Glasgow et on va rejoindre Fort William. Donc on passe dans des lochs, le long des lochs, on grimpe patouille dans la montagne. Enfin bon, c'est tout à fait ces paysages-là. Et c'est assez superbe. Mais moi, ce qui m'a intéressé, ce que je disais tout à l'heure un peu, ce qui m'a intéressé quand j'ai vu le film, c'est vraiment un hymne à la vie. Et vraiment ce personnage de cette femme qui a eu un rêve toute sa vie, qui s'est empêché de le faire et qui, à la fin de sa vie, au-delà de ses conditions physiques, de son âge, etc., le réalise ce rêve qui paraît impossible. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans ce film, cette relation entre ce jeune et cette femme, et le couple qui a permis, qu'ils forment ensemble, qui a permis qu'elle y arrive. Voilà, et tout à l'heure, en discutant un petit peu, vous me disiez, mais moi, dans les randonnées que j'organise, justement, très souvent, on permet à des gens de se dépasser, d'aller vers le rêve qu'ils n'osaient pas réaliser eux-mêmes. Oui, ça nous arrive alors ça c'est au niveau des clubs. On a toujours des gens qui ont des problèmes de santé. Je me souviens par exemple d'un ami qui démarrait la randonnée, qui avait jamais du tout randonné, qui avait de l'emphysème, donc les premières randonnées, quand il faisait 10 km, il était content, et 10 km à plat. Et au bout de 3 4 ans, on a réussi à lui faire traverser la Corse de Propriano à Porto Vecchio par le chemin à Marée Sud. Et il arrêtait pas d'être content, de dire elle est pas belle la vie, c'était son expression. Et c'est vrai que il y a pas mal de cas comme ça dans nos clubs, particulièrement les clubs qui font de ce qu'on appelle de la rando santé, qui sont des petites balades, où les gens qui arrivent sont quand même des gens qui ont des problèmes physiques. Et puis bah, la première balade, ils vont faire 500 mètres. Et puis ils vont être contents parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de marcher comme ça. Et puis au bout de quelques randonnées, bah, ils arrivent à faire 2, puis 3, puis 4, puis 5 kilomètres. Et c'est toujours un plaisir de les accompagner comme ça. Hmm. Oui, c'est vraiment c'est une vraie dimension, le dépassement des peurs du physique. Mais et c'est vraiment une très belle leçon qu'on a là. Moi, c'est vraiment, et au-delà de ça, universellement, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est le travail sur le possible, le travail sur le rêve et le rêve qui devient une réalité. Voilà. Et sur la randonnée, c'est quelque chose qu'on expérimente, alors que vous avez expérimenté. Oui, bon, on a tous plus ou moins un rêve. Mon rêve à moi, c'était de faire le tour du Mont Blanc. J'ai réussi à le faire. Mon épouse, c'était de faire le chemin de Compostelle. On l'a fait ensemble. Donc, on a toujours des rêves qui nous poussent et qui nous entraînent à réaliser des choses qu'on ne ferait pas obligatoirement comme ça. Et comment est-ce que vous faites pour débloquer certaines personnes que vous rencontrez qui n'osent pas et les amener à oser? Euh, c'est surtout un problème de convivialité dans les associations. Euh, on est toujours, on essaye toujours d'avoir qu'il y ait toujours de la bonne humeur dans les groupes, et ça dynamise un peu les personnes qui sont un petit peu réfractaires ou qui ont toujours peur de ne pas y arriver.
Et finalement, elles y arrivent sans s'en rendre compte, quoi. C'est toujours... c'est toute la convivialité qu'on peut avoir dans les clubs et dans toutes les associations de randonnée. Ça permet aux gens de faire des choses qu'ils ne feraient pas tout seuls. Oui, c'est l'accompagnement, en fait, entourer quelqu'un et le faire sortir de ses peurs et le permettre de se dépasser. Tout à fait. Il y a des choses que tout seul on ne ferait pas, et quand on est en groupe, on y arrive mieux. Là, ils étaient deux, mais c'est vrai que toute seule, elle n'y serait pas arrivée. Mais on a l'expérience de ça assez régulièrement. Peut-être qu'après tous ces commentaires, on peut peut-être commencer les questions dans la salle sur ce film. Peut-être des questions sur le sport, comment à 82 ans, elle a 82 ans, est-ce que c'est crédible à 82 ans de monter, d'escalader comme elle l'a fait? Parce que elle a beaucoup, elle s'est vraiment entraînée, elle a pratiqué, etc. Non, mais c'était, elle l'a vraiment fait. Voilà. Elle l'a vraiment fait, mais ouais. Il y avait toute une équipe tout autour, avec des points d'arrêt, avec beaucoup de, vraiment, toute la sécurité était là. Mais quand on est, sinon, dans un groupe qui doit avancer à 82 ans, ça peut se faire. Ça peut se faire. J'étais cet été en Haute-Savoie, à Sixte, et on avait dans notre groupe de 30 personnes quelqu'un de 83 ans qui a fait toutes les randonnées et que c'était pas le dernier. Mais il a de l'entraînement, il a l'habitude de le faire, quoi. C'est ça aussi, parce que il y en a d'autres qui ont à peu près le même âge et qui ne l'auraient pas fait. Donc c'est une question d'habitude, c'est une question d'entraînement. Je leur dis, là tout seul, c'est un peu de la folie de faire de quelque chose comme ça. En groupe, on y arrive. Oui, parce que quand même, il faut faire un peu attention. Voilà, des questions dans la... Oui, il y a une dame là-bas qui avait demandé. Moi, je pense à la difficulté de prendre la décision de continuer ou de rebrousser chemin. En montagne, le plus dur, c'est dire c'est pas prudent de continuer, la météo, le temps, la fatigue, l'accumulation, puis l'incertitude de la capacité de la personne. On revient par raison. Si on continue, on est en danger. Et là, 2 fois, on l'a vu, le jeune lui a dit on arrête, on revient. 2 fois. Bon. Et la deuxième fois, c'est elle qui décide. Elle, c'est pas la plus compétente au niveau du jugement. Par contre, lui, son expérience s'en remet à sa motivation de se dépasser elle-même. Gros problème dans le cerveau. C'est tout le problème des animateurs ou des encadrants dans les randonnées. On a toujours ce problème-là avec des intempéries ou autres où on dit stop, on arrête, on fait demi-tour. Et il y a toujours 2 ou 3 personnes dans le groupe qui disent non, on pourrait y aller, c'est dangereux, on n'y va pas. Mais il faut savoir prendre la décision et pas se laisser influencer par les autres personnes, effectivement. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'accidents qui sont dus à une imprudence ou une volonté de se batailler contre les éléments et de se dire on va vaincre. Oui, il y a toujours... alors, ça dépend. Quand on fait une randonnée itinérante et qu'on est attendu d'un refuge à un autre, c'est beaucoup plus difficile de s'arrêter. À ce moment-là, il vaut peut-être mieux louvoyer et trouver un autre itinéraire. Parce que de toute façon, on est attendu de l'autre côté et qu'il y a un but. Mais quand c'est une randonnée du dimanche, par exemple, qu'on fait ensemble, et si on a un problème quelconque, il n'y a pas de problème, on s'arrête, de toute façon. Et dans les randonnées, la dimension environnementale, écologique, j'imagine que c'est quelque chose qui est très présent. Bien sûr, c'est quand même quelque chose qui est prégnant chez nous, puisque de toute façon, on baigne dans le milieu.
Donc déjà, il y a toujours des consignes à suivre, des bonnes pratiques de randonnée, si je puis dire, de ne pas laisser de déchets, de ne pas laisser de papier, etc. Et on a aussi un système qui nous permet d'alerter quand on trouve un dépôt sauvage ou quelque chose anormal quelque chose d'anormal sur le terrain. On a une application qui nous permet d'alerter directement les autorités compétentes pour signaler ce problème. Et vous me disiez que vous êtes dans le département de Seine-Saint-Denis et qu'en fait, tout ce qui se développe actuellement sur les randonnées, ou en tout cas les promenades dans les différents lieux verts, et répertorier les chemins, etc., maintenant, c'est de plus en plus confié à des associations comme la vôtre, parce qu'il y a de moins en moins de personnel public capable de le faire, et que c'est vraiment vous, sur le terrain. Alors, oui, disons que ça dépend des départements, mais il y a des départements où, au niveau, ils ont dans les conseils départementaux beaucoup de personnel manquant. Donc, c'est vrai qu'au niveau du comité départemental de la Seine-Saint-Denis, on nous a confié l'organisation de tout ce qu'on appelle le PDIPR, c'est-à-dire le plan départemental des itinéraires et chemins de promenade, en fait. Mais on est aussi également assez régulièrement consulté pour tout ce qui est déplacement, ce qui s'appelle dans le jargon un peu politique les déplacements doux. C'est-à-dire les déplacements à pied, les déplacements en vélo. Et on nous demande toujours d'imaginer des itinéraires qui soient plus agréables à marcher. Et on arrive à travailler également avec des écoles et des classes. Et je sais que sur Saint-Denis, si je me souviens bien, il y a une classe de collège qui a travaillé sur des itinéraires pour que les gens puissent aller faire des courses en passant dans je dirais pas des chemins, mais des itinéraires qui soient plus agréables qu'est-ce qui se faisait. Des itinéraires qu'on a balisés, voilà, donc on travaille aussi avec les jeunes comme ça. Et vous me disiez qu'on pouvait aller... Il y a des tas de moyens maintenant pour aller trouver les randonnées possibles dans son département, dans son lieu de vie. Oui, alors au niveau de la fédération de randonnée, il y a tout un plan de numérisation des sentiers qui a été mis en place depuis 2014. Et donc, il est très facile de trouver sur les sites des comités départementaux maintenant des randofiches qui sont d'accès complètement gratuites, qui vous permettent de faire des petites balades de 8 à 15 km. Et c'est des boucles sur le département de la Seine-Saint-Denis que je connais bien parce que c'est là que j'habite. On a comme ça 33 randofiches sur notre site internet que vous pouvez prendre comme vous voulez. Donc je sais que sur les autres départements ça existe aussi, ils sont peut-être un petit peu moins en pointe, mais ça vient déjà. Et il faut, sur Internet, enfin, il faut taper comme conseil départemental. C'est soit CDRP et puis le numéro du département, soit comité départemental de la randonnée pédestre. Et vous le trouverez facilement sur Internet. Bonsoir. Alors je disais que j'ai bien aimé la partie où il dit qu'elle était perdue et ensuite elle s'est retrouvée dans une maison où elle a profité justement d'un accueil d'un étranger.
D'un autre côté, c'est une scène qui fait peur, justement. Et je voulais savoir, est-ce que dans les randonnées ou les pratiquants de la randonnée, vous avez l'habitude de rencontrer des gens comme ça qui vous ouvrent la porte dans les moments où vous êtes perdu, un peu perdu peut-être, pour trouver le chemin du retour ou de l'allée? Voilà, merci. Ouais, c'est pas facile à répondre, ça. En général, en tant que randonneur, on est toujours accueilli très bien. Bon, là, j'ai fait récemment donc le chemin de Compostelle. Il n'y a pas de problème, on est accueilli bien, surtout quand on paye d'ailleurs, mais enfin, ça c'est autre chose. Mais non, mais par contre, je pourrais vous raconter une anecdote en Corse. On faisait pareil, une randonnée itinérante. Et je suis souvent en queue de peloton, moi, parce que déjà, je fais souvent serre-file. Et puis, je prends beaucoup de photos. Donc, j'étais derrière avec une autre personne. Et puis, on passe à côté d'une maison, la maison corse typique, avec une femme en noir. C'est vraiment l'image d'Épinal en Corse. Et puis, qui nous regarde et puis qui nous dit, c'est en face, ils sont tous partis tout droit. Voilà, c'est ça. Si on est toujours bien accueillis, en fait, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez dit que dans les randonnées, c'était le côté convivial qui faisait que les gens dépassaient leurs inhibitions. Mais là, c'est la colère qui la pousse. C'est la colère qui la pousse à partir. Elle est en colère, cette femme, on le sent bien depuis le début. Ouais. Et c'est cette colère qui la fait se dépasser. Aussi. Mais toute seule, elle n'y serait pas arrivée. Il y a quand même l'aide de Johnny. Oui, mais je trouve que la base de sa motivation, c'est cette colère. Et elle le dit à la fin, qu'elle a perdu trop de temps. Et que c'est ce qui l'a motivée. Et je me demandais même, moi, si à la fin, elle ne désirait pas y rester dans cette montagne pour aller rejoindre son père, peut-être. Moralement, elle était prête à. Il y a peut-être un peu de ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle fait une fois qu'elle est arrivée en haut, là, de toute façon. Elle s'est dépassée, c'est sûr. Mais sûr, on sent qu'au démarrage, elle est prête à risquer le tout pour le tout. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Merci. Sans doute, oui. Oui, bah oui, parce que je suis dans une tenue de randonnée. Pas grand chose, en fait. C'était une sortie pour les bénévoles du comité départemental et du comité régional, plutôt. Et on a fait une petite randonnée de, je sais pas, 7-8 km le matin. Et puis après, on est allé manger à la maison fournaise. Voilà. Mais c'était à Chatou, c'était pas trop loin. Mais voilà, mais il faut quand même qu'il y ait des gens pour encadrer, pour organiser. Donc voilà. Bonjour. Pour faire le Mont Blanc, vous vous êtes entraîné vous-même qui avez de l'entraînement. Et ça a duré combien de jours? Et combien de kilomètres par jour vous avez fait? Je suppose que vous mesurez tout, les altitudes. Ouais, mais ça se mesure pas en kilomètres. Quand on va en montagne, on mesure ça en temps et en dénivelé, plus qu'en kilomètres. Maintenant, combien d'étapes on a fait? On avait fait ça assez tôt dans la saison, c'était début juin, donc il y avait des passages qu'on ne pouvait pas faire et on nous transbahutait d'un point à un autre. Tous les refuges n'étaient pas ouverts non plus, donc, mais on l'a fait en une semaine, quoi, en fait. Vous vous êtes entraîné avant, alors que vous êtes déjà... Alors à l'époque, je travaillais encore, donc j'avais pas beaucoup d'entraînement, donc j'ai beaucoup souffert. Alors que maintenant, quand je fais des randonnées, vu que je marche assez régulièrement,
Je souffre beaucoup moins pour ce genre de choses. Et vous la referiez maintenant avec le réchauffement climatique, avec le fait que peut-être que les randonnées vont peut-être être un petit peu interdites ou très réduites? Oh, je pense pas que ça soit réduit. Il y a des endroits où on passera différemment, parce que il y a des endroits où on passe dans la neige, là on passera peut-être pas dans la neige, donc voilà. Mais non, mais je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de neige. Là, j'ai fait le tour des glaciers de la Vanoise au mois de juin. On a marché 3 jours sur 6 dans la neige tout le temps. Et puis beaucoup de neige. Et vous avez rencontré beaucoup de monde? Il y avait du monde. Il y avait du monde. C'était un peu surprenant, mais il y avait du monde. Mais il y avait beaucoup d'animaux aussi, des marmottes. Les chamois, on les a vus de loin. Mais des bouquetins, on les a vus de près. Voilà.